Pendant près de 16 ans, une ombre a plané sur l'Europe. Une soi-disant tueuse en série, très mystérieuse pour ne pas dire invisible. Elle fut nommée la femme sans visage ou encore le fantôme de Heilbronn. Son nom résonnait à travers l'Allemagne, l'Autriche et la France. Elle était liée à une série de crimes d'une ampleur inquiétante. De simples cambriolages et vols à des violentes agressions et jusqu'à au moins 6 meurtres, la portée de ces actions était si grande que ça en devenait presque mystique. Le premier meurtre connu, celui d'une femme de 62 ans, étranglée en 93, n'était que le début d'une longue et terrifiante série. Ce qui rendait cette traque si compliquée pour les enquêteurs, c'est que la tueuse ne laissait qu'une seule trace derrière elle, mais une trace indélébile, son ADN. Un profil génétique féminin unique retrouvé sur plus de 40 scènes de crimes, mais sans aucune autre preuve physique, aucun témoin, aucune empreinte digitale, comme si elle était insaisissable. Le mystère a atteint son paroxysme en 2007, lorsqu'une jeune policière de 22 ans a été froidement abattue dans sa voiture. Et là encore, comme signature, l'ADN du fantôme était présent. Pendant près de 16 ans, une ombre insaisissable a plané sur l'Europe. Une tueuse en série mystérieuse, surnommée la femme sans visage. L'histoire de cette traque commence dans le calme de l'Allemagne des années 90. À cette époque, la technologie de l'ADN en était encore à ses débuts dans les enquêtes criminelles. La base de données nationale allemande, mise en place seulement en 98, était loin d'offrir la rapidité et la précision qu'on connaît aujourd'hui. De plus, des préoccupations historiques liées à la confidentialité limitaient l'usage de l'ADN, empêchant par exemple les autorités de déterminer l'origine ethnique ou même la couleur des yeux d'un suspect à partir d'un échantillon génétique. C'est dans ce contexte assez compliqué que les premiers indices d'une criminelle hors du commun ont commencé à se révéler. C'est en mai 1993, dans la petite ville d'Ida-Oberstein, que la paisible vie de Lieselotte Schlenger, une femme de 62 ans, va brutalement être stoppée. Elle est retrouvée étranglée à son domicile avec un fil provenant d'un bouquet de fleurs. Le mobile pour ce meurtre semblait être le vol, car de l'argent avait tout simplement disparu. Mais ce qui est étrange, c'est que sur le lieu du crime, il n'y avait aucune trace d'effraction ou bien de lutte. Ce qui laisse penser que la victime connaissait ou faisait confiance à son agresseur. Et au milieu de cette scène de crime désertée de toute autre preuve, une trace infime et pourtant capitale est découverte. Sur le rebord d'une tasse à thé, l'ADN d'une femme inconnue est retrouvé. Faute de base de données où le comparer, l'affaire s'enfonce rapidement, devenant l'un de ces dossiers qui hantent les bureaux de police. 8 longues années passent et l'ombre semble être partie, sauf qu'en mars 2001, elle refait surface plus menaçante que jamais. À Fribourg-en-Brisgau, à près de 500 km du premier meurtre, le corps de Joseph Walzenbach, un brocanteur de 61 ans, est découvert. Il a été étranglé et son crâne défoncé. Encore une fois, c'est un vol qui semble être à l'origine du drame. Et comme signature macabre, le même ADN féminin est retrouvé sur plusieurs endroits de la scène de crime. Cette correspondance assez inattendue liant à des meurtres distants de près d'une décennie et de centaines de kilomètres est un énorme pas en avant pour les enquêteurs, mais elle ouvre aussi la porte à une série de questions encore plus inquiétantes. Sont-ils actuellement à la recherche d'une tueuse en série? L'étrangeté de cette affaire ne va que s'accentuer. Cet ADN insaisissable va lier des crimes d'une diversité déconcertante. En octobre 2001, à Gerolstein, on y découvre l'ADN de la femme tueuse sur une seringue abandonnée contenant des résidus d'héroïne, après qu'un enfant ait marché dessus. Cette découverte pousse les enquêteurs à imaginer la suspecte comme une toxicomane sans abri, errant à travers l'Allemagne, prête à tuer pour financer sa dépendance. Une théorie qui semble cohérente avec les grandes distances entre les scènes de crime, suggérant une vie de nomade, peut-être au sein de la communauté rome. Pourtant, des contradictions flagrantes viennent aussitôt obscurcir ce portrait. Les toxicomanes sont souvent décrits comme des individus désorganisés, or cette tueuse ne laisse aucune empreinte digitale, aucun cheveu, aucune trace, seulement son ADN. C'est comme si elle portait des gants, mais commettait des erreurs bizarres. 2 semaines plus tard, toujours en octobre, l'ADN réapparaît sur un biscuit recraché dans une caravane cambriolée près de Mainz. Les enquêteurs sont perplexes face à cette erreur un peu trop flagrante, et ces actions ne vont pas s'arrêter là. En septembre 2004, c'est en France cette fois à Arbois que son ADN est identifié sur une arme factice abandonnée après l'agression et le vol d'un couple de commerçants. Puis en 2005 sur des bouteilles de bière et un verre à vin lors d'un vol dans un bar. Son ADN est également retrouvé sur une cartouche de pistolet lors d'une altercation entre frères de la communauté rome, renforçant l'hypothèse de son lien avec ce milieu. Il y a ensuite eu des cambriolages de bureaux, d'hôtels, de supermarchés, de caravanes, de cabanes de jardin, de vols de voitures. Cette fois-ci en Autriche, l'ADN du mystérieux suspect apparaît sur 11 scènes de crimes distinctes, toutes des infractions de faible envergure. L'enquête, qualifiée de chasse à loi sauvage, devient une sorte de course folle contre une ombre. La police accumule des dizaines d'affaires, plus de 40 crimes en tout, s'étendant sur 3 pays sans jamais mettre un visage sur la suspecte. Elle semble opérer avec des complices toujours différents venus de toute l'Europe, Serbie, Slovaquie, Albanie, Roumanie, qui, s'ils sont parfois arrêtés, ne prononcent jamais un mot sur son identité, comme s'ils la craignaient. Les enquêteurs, à ce stade-là complètement perdus, décrivent une criminelle dont le profil défie toutes les logiques du profilage habituel. Pas d'escalade cohérente dans sa violence, une présence fantomatique sans témoin ni image de surveillance, la femme sans visage est devenue une énigme totale.
jusqu'à un événement tragique qui, en 2007, va donner à cette ombre un nom inoubliable et faire basculer l'Allemagne dans l'horreur, inaugurant l'ère du fantôme de Heilbronn. Le mystère atteignit son paroxysme en avril 2007. Dans la ville de Heilbronn, une attaque d'une brutalité choquante frappe l'Allemagne. La jeune policière de 22 ans, Michelle Kieswetter, est froidement abattue dans sa voiture de patrouille. Son partenaire, Martin Arnold, est gravement blessé et amnésique après avoir pris une balle dans la tête. Il survivra après des semaines de coma et de multiples opérations, mais sans aucun souvenir de ses assaillants, et avec des séquelles à vie. Sur la console centrale du véhicule, l'inexplicable se produit à nouveau. L'ADN de la femme sans visage est retrouvé. Ce drame donna à la criminelle son surnom le plus terrifiant et ancra à jamais son existence dans les esprits, le fantôme de Heilbronn. L'Allemagne était sous le choc, touchée par le meurtre d'une de ses policières. Cette affaire, qualifiée de plus grande énigme criminelle de l'histoire et de plus grande affaire du XXIe siècle, déclencha une chasse à l'homme sans précédent. Des centaines de policiers furent mobilisés à travers l'Europe, investissant plus de 16 000 heures supplémentaires dans l'enquête, surnommée Parkplatz, en français place de parking. Une récompense de 300 000 € fut offerte pour toute information menant à sa capture. Les autorités se lancèrent dans ce qui fut décrit comme l'une des chasses à l'oie sauvages les plus longues et les plus déroutantes de l'histoire criminelle. La traque du fantôme de Heilbronn était désormais une obsession internationale, captivant l'attention des médias et du public. Les artistes créèrent des portraits robots basés sur de rares témoignages et des avertissements publics furent émis. Mais même face à cette mobilisation massive, le fantôme continuait de frapper. En février 2008, donc un peu moins d'un an après le meurtre de Heilbronn, son ADN fut retrouvé dans une voiture ayant transporté les corps de 3 hommes géorgiens repêchés dans une rivière près de Eppenheim, tous tués par balle ou étranglés. En octobre 2008, à Heilbronn-Weinberg, le cadavre d'une infirmière de 43 ans fut découvert près de sa voiture et là encore, l'ADN du fantôme était présent, ravivant la peur dans la ville. Elle semblait toujours active, toujours plus insaisissable, déchant toutes les tentatives de la cerner. Cependant, au-delà de l'horreur des crimes, des interrogations persistantes commençaient à émerger parmi les enquêteurs. Comment une seule femme pouvait-elle être impliquée dans des crimes si variés sur une zone géographique si vaste? Pourquoi ne laissait-elle jamais d'autres traces? Et pourquoi ses complices, lorsqu'il y en avait, étaient-ils si différents et si silencieux? Ces incohérences s'accumulaient, mais la preuve ADN demeurait irréfutable, connectant toutes ces affaires comme le fil invisible d'une main fantomatique. C'était comme si le fantôme était partout et nulle part à la fois. Des milliers de prélèvements ADN furent effectués sur des femmes à travers le pays, y compris plus de 3000 toxicomanes sans abri et femmes condamnées pour crimes violents, dans l'espoir d'enfin donner un visage à ce fantôme. Mais aucune correspondance n'était trouvée. Un autre vrai choc survint en 2009. Des policiers français enquêtant sur le corps carbonisé d'un demandeur d'asile masculin furent une découverte sidérante. L'ADN du fantôme de Heilbronn était présent sur la scène. L'impossible venait de se produire. Comment l'ADN d'une femme tueuse en série pouvait-il se retrouver sur un homme décédé? C'était une anomalie flagrante qui allait forcer les autorités à revoir l'ensemble de leur investigation. Cette incohérence déconcertante fut la première pierre de la remise en question de cette chasse à l'homme. Est-ce qu'ils étaient réellement sur la piste d'une criminelle insaisissable ou étaient-ils les proies d'une illusion collective? Un fantôme créé par une erreur que personne n'avait osé imaginer. C'est après cette découverte incohérente que le doute s'est rapidement déplacé de la criminelle insaisissable vers un défaut fondamental dans le processus d'enquête. La piste principale était la contamination. Toutes les polices chargées de cette affaire, donc d'Allemagne et d'Europe en général, furent contraintes à une introspection inconfortable, réexaminant méticuleusement chaque aspect de leur méthode de collecte d'ADN. Ce qu'elles découvrirent fut une vérité banale mais dévastatrice. Chaque test ADN attribué au fantôme de Heilbronn dans tous les pays concernés avait utilisé des cotons-tiges provenant de la même source. La chasse à la tueuse en série s'est transformée en une enquête sur les chaînes d'approvisionnement et les protocoles médico-légaux. La source de l'ADN omniprésent du fantôme fut retracée jusqu'à un entrepôt d'emballage en Bavière appartenant à une entreprise médicale allemande qui fournissait les cotons-tiges. La véritable femme sans visage n'était pas un cerveau criminel, mais une employée anonyme de l'usine. À un moment donné, durant le processus de fabrication, après la stérilisation des cotons-tiges, cette employée les avait involontairement touchés. Ce transfert accidentel fut suffisant pour que son ADN soit amplifié par les tests PCR et détecté sur les scènes de crime à travers le continent. Il a été révélé que les cotons-tiges en question, fabriqués par l'entreprise Greiner Bio One, étaient principalement destinés à des fins médicales et ne répondaient pas aux exigences rigoureuses des tests médico-légaux d'ADN. L'entreprise avait même à plusieurs reprises informé la police que ces produits, bien que stériles, n'étaient pas adaptés à l'analyse ADN, qui requiert l'absence totale de toute contamination par l'ADN humain. La stérilisation tue les cellules vivantes, mais elle ne décompose pas ou n'élimine pas nécessairement les molécules d'ADN, qui ne sont pas des entités vivantes. Ainsi, bien que les cotons-tiges aient pu être privés de bactéries, ils contenaient de minuscules fragments d'ADN de l'employé de l'usine, prêts à être prélevés et identifiés à tort comme des preuves criminelles.
Certains services de police, probablement pour des raisons économiques, avaient même utilisé des lots périmés de ces cotons-tiges contaminés, aggravant encore plus le problème. L'aveu de cette erreur monumentale fut une histoire très embarrassante, comme l'a concédé le porte-parole de la justice, Joseph Schneider. Les forces de l'ordre allemandes ainsi que leurs homologues européens avaient consacré un nombre considérable d'années, entre 15 et 16 ans, et des millions d'euros, dont plus de 16 000 heures supplémentaires à la poursuite d'un fantôme. Cette chasse à l'osse sauvage, la plus longue et la plus déconcertante de l'histoire criminelle, avait détourné d'énormes ressources de véritables enquêtes criminelles. La conséquence dévastatrice fut que de nombreux crimes réels, initialement attribués aux fantômes, se sont retrouvés avec des preuves ADN compromises et sont depuis devenus des affaires classées qui ne seront probablement jamais résolues, y compris le meurtre de l'officier Michel Kiesewetter.